pourquoi une réforme de l'État? Disons que il y a le fondamental, on rentre dans ce qu'on appelle une économie de l'innovation. Donc une économie de l'innovation, c'est l'économie du savoir, c'est des marchés des biens et services et marchés du travail flexibilisés, dynamiques, c'est la destruction créatrice, quoi. C'est une économie où il y a création d'emplois, destruction d'emplois, création d'entreprises, destruction d'entreprises en permanence. Voilà, c'est cette économie-là dans laquelle on rentre. Et la question, c'est de savoir est-ce qu'on a l'État qu'il faut. Alors, pourquoi il faut réformer l'État? Pourquoi réformer l'État? Donc déjà, voilà des raisons de base. D'abord, il faut investir, quand on veut une économie de l'innovation, il faut faire les investissements dans les bons secteurs. Par exemple, nous avons une recherche fondamentale sous-financée. Nous avons une ANR avec un budget de 800 millions, alors que l'équivalent allemand, c'est 2 milliards. On a une recherche fondamentale, donc tout à fait sous-financée et mal gouvernée. Nous avons, il faut financer l'assurance chômage et avoir une vraie flexi-sécurité, ça coûte de l'argent, il faut le financer. La formation, ça coûte, il faut le financer. Donc, si vous voulez, il faut investir plus dans certains postes et peut-être moins dans d'autres. Voilà. Donc, ça, c'est la première raison. La deuxième chose, c'est que la France est un pays corporatiste où vous avez une multiplicité de systèmes sociaux. Vous avez plus de 38 caisses de retraite, vous avez plus de 100 caisses d'assurance maladie, les systèmes d'allocation familiale sont compliqués. Enfin, je veux dire, il y a vraiment... Et c'était pour une économie où on passait toute sa vie dans le même emploi. Mais dans une économie de l'innovation, on est amené à changer d'emploi, de secteur, de statut tout le temps, plusieurs fois au cours de sa vie en tout cas. Et donc ce système-là devient un frein. Non seulement il est administrativement très coûteux, mais il devient un élément de risque et de rigidité. Donc il faut transformer ça. Et je reviens vers ça tout à l'heure. Puis alors, il y a d'autres raisons aussi, c'est que si on maîtrise ces déficits, on peut avoir des politiques macroéconomiques qu'on appelle plus contracycliques. C'est plus facile, et ça on le sait, d'avoir des politiques contracycliques, c'est-à-dire qui accommodent le cycle mieux, macroéconomique, quand on a des finances publiques qui sont en bonne santé. Voilà, ça c'est prouvé. Il y a des études qui le montrent. Plus facile d'emprunter en période de récession, etc. C'est beaucoup plus facile de faire ça. Les Suédois ont très bien compris. Donc voilà pourquoi une réforme de l'État. Le comment, il y a d'abord l'idée, disons qu'il y a eu des exemples de pays qui ont fait ça de manière tout à fait avec de succès. Le Canada, la Suède dans les années 90. Et disons des points communs aux deux, pas qu'il faut copier, c'est d'abord que ça a été piloté au plus haut niveau. C'est-à-dire qu'une réforme de l'État doit être pilotée par le président, le Premier ministre, ça doit être piloté au plus haut niveau. Voilà. Une réforme de l'État qui n'est pas pilotée ou contrôlée au plus haut niveau, c'est pas bon. Voilà. Donc ça, je crois que ça c'est ma propre vision. Après, on traite avec les différents ministères, on traite avec les différents secteurs. Après, il y a du bottom-up, mais quand même l'impulsion doit venir d'en haut, quoi. Voilà. Après, il y a un retour, et après, il y a un dialogue, mais l'impulsion doit venir d'en haut. La deuxième chose, c'est le timing, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout faire des économies partout en même temps, c'est-à-dire de dire, voilà, on commence à faire certaines choses, ça va dégager des marges qui vont nous servir pour après approfondir la réforme de l'État plus tard. Donc, c'est pas une chose qui se fait d'un coup, on la commence dès le début, mais la mise en œuvre d'une réforme de l'État, ça se fait sur plusieurs périodes, voilà. Même si elle est démarrée d'emblée, quoi. Alors ensuite, donc si vous voulez, après, donc qu'est-ce qu'on peut voir à moyen terme et long terme? Quelques pistes pour faire, disons, en tout cas de mise à plat. Donc l'idée, c'est de dire, je mets à plat des missions publiques, donc je fais plus du rabot, mais c'est mettre à plat des missions publiques. Quelles sont les missions qui sont indispensables, pas indispensables? Et c'est comme ça qu'on fait. On fait une mise à plat. Il reste 2 minutes. Donc, c'est exactement ce qu'il me faut. Alors, quelques pistes à moyen terme et long terme. Je pense qu'à moyen terme, il y a des niches fiscales auxquelles on ne s'est pas encore attaqué, quoi. Par exemple, moi, je pense à Pinel ou des niches dans le domaine du logement. En tout cas, dans les zones non tendues, il y a des aides à la pierre et des aides au logement des aides, donc des niches fiscales, qu'on peut, en tout cas, réévaluer et savoir est-ce qu'on les garde ou pas. Et je crois d'ailleurs que dans l'esprit de dire on va vers la taxation forfaitaire des revenus du capital, il y avait en même temps l'idée, on supprime les niches. Donc il faut montrer qu'on s'attaque aux niches.
Deuxième chose, c'est qu'il y a certains domaines où on a besoin de plus disons d'agents publics, certainement. Je n'irai pas là de vous dire qu'on a besoin de moins d'agents publics dans l'éducation ou dans la santé ou dans la sécurité, mais il y a des domaines où peut-être on a besoin de moins d'agents publics grâce au progrès de l'informatique. Donc là, il faut remettre à plat et de dire voilà quels sont les besoins en agents publics. Il y a peut-être des endroits où, grâce à l'informatisation, on n'a pas besoin. Donc peut-être penser au non-renouvellement dans certains secteurs de postes de fonctionnaires ou de départ en retraite, vous voyez, disons de démission volontaire. Et donc là, il faut remettre une mise à plat de ça. Et finalement, il y a à long terme, je crois qu'il faut aller vers les guichets uniques. J'ai parlé de l'économie corporatiste, c'est-à-dire qu'on a le millefeuille territorial et le millefeuille social. Donc le millefeuille territorial, c'est l'histoire de Juppé qui vous explique que quand il négocie la ligne à grande vitesse, il a 50 personnes autour de la table. Il n'y avait sûrement pas besoin de 50 personnes pour négocier la ligne à grande vitesse. Il y a une accumulation d'échelons. Alors on peut penser que pour les métropoles, c'est la logique que la métropole doit dominer et que tout le monde devient un peu des agents de la métropole en zone urbaine et en zone rurale, que l'intercommunalité, ça c'est ma propre idée, devienne l'échelon qui est relevant et les maires, etc., deviennent des agents de l'intercommunalité. Donc c'est de réduire le millefeuille territorial. Donc ça, je pense, c'est une grande réforme à faire. Et et puis je termine maintenant, il y a le millefeuille social. Donc je parlais au début du fait que ça devient un frein à la croissance et à l'innovation d'avoir une multiplicité de régimes de retraite, de caisses d'assurance maladie, etc. Il faut aller vers l'unification, vers ce qu'on appelle les guichets uniques. Et donc essayer d'aller le plus loin qu'on peut vers les guichets uniques. C'était déjà la logique de la réforme des retraites proposée par Macron, qui était de dire, ayons un système unifié de retraite. Et bien, il faut que cette même logique qui s'applique aux retraites s'applique également à l'assurance maladie, aux allocations familiales, à d'autres, et qu'on aille vraiment vers les guichets uniques. Et donc, grâce à l'informatisation. Je crois que je termine là.